Le thème de la semaine passée, c'était donc de voir des difficultés qui font que les îles africaines, surtout principalement sénégalaises, ne sont pas arrivées à embrayer sur la lutte pour les États-Unis d'Afrique, une lutte pour la création d'un État fédéral. Nous avons montré que c'est des stratégies d'adaptation à l'intérieur des enclos conçus par le colon, à l'intérieur desquels on nous a confinés, qui expliquent que par un long conditionnement, on n'arrive plus à articuler une double pensée dans un même mouvement, une pensée, une lecture globale de notre situation et une lecture locale, domestique des problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'intérieur des enclos. Nous avons montré dans quelle mesure, tout dans les discours, en examinant simplement par l'analyse des discours, qu'aucun dirigeant de parti, aucune figure imposée dans les médias, n'est-ce pas, qui sature de leur image et de leur discours l'actualité, aucun de ces gens-là ne donne une place à cette question, n'est-ce pas, de la réalisation des États-Unis d'Afrique. Alors qu'on sait que si on n'aborde pas cette question, ça veut dire que on ne comprend pas ce qui se passe à l'extérieur de notre enclos, à l'extérieur donc de cet événement. L'aspect que je vais aborder aujourd'hui, je vais l'aborder en prenant comme porte d'entrée de lecture une conférence, une partie, un extrait de la conférence de Cheikh Anta Diop à Niamey en 1884. Cheikh Anta Diop nous dit: il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement, il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière qu'on a supprimé des groupes entiers. Il ajoute: on vous nie en tant qu'être moral, on vous nie en tant qu'être culturel, on ferme les yeux, on ne voit pas les évidences, on compte sur votre complexe, sur votre aliénation et sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si, là c'est très important de noter cette partie-là, et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, alors il n'y a pas de salut. Ça veut dire que si cette réflexion, nous n'avons pas par nos réflexions, en tout cas ce qu'il est en train de dire, cette description de l'aliénation, en quelque sorte, si nous n'arrivons pas à accéder à sa connaissance, c'est perdu. Ça veut dire que nous sommes chosifiés comme objets entre les mains de personnes qui nous manipulent sans qu'on en prenne conscience. Et il ajoute: si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, alors il n'y a pas de salut. Nous, il dit encore, nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Il faut que votre sagacité intellectuelle aille juste là. C'est-à-dire qu'il nous demande, nous, les élites, au lieu de nous enfermer dans le microcosme des enclos néocoloniaux pour trouver des solutions, des chaos installés dans ces enclos et qui nous occupent à tel point que nous n'avons pas à avoir la sagacité intellectuelle de creuser plus profondément pour savoir que on nous mène un combat le plus violent qui a fait disparaître des espèces.
Et si notre sagacité, si notre perspicacité, nos réflexions, nos recherches ne nous amènent pas à voir ça, c'est perdu. C'est perdu. Parce que la bataille est perdue. Il a dit que la guerre, elle est là, même invisible. Parce que quand elle arrive la guerre au stade physique, c'est parce que on a été battu sur les stades précédents, à savoir le stade intellectuel, le stade moral, culturel, et que lorsque celui qui vous a battu sur ces étapes-là, qui ne sont pas des étapes visibles, ça participe de la guerre cognitive, la guerre de l'intelligence économique, la guerre de l'intelligence culturelle. Alors, si nous n'arrivons pas à déconstruire et prendre même conscience de cela, ça veut dire que nous n'avons pas les armes quand ils viendront nous détruire physiquement pour nous protéger et nous en sortir. Alors, Cheikh Anta Diop, dans ce texte que je viens de vous dire, a abordé une dimension qui relève presque de la psychologie et de la psychanalyse. Nous avons vu comment Frantz Fanon, dans ses développements en tant que militant panafricaniste, a montré comment il faut aller dans le cerveau des Africains, dans leur mode de pensée, dans leur imaginaire pour trouver la clé du problème de l'aliénation. Vous savez, détruire l'image d'un peuple a été toujours un préalable à un génocide de ce peuple-là. Pour détruire un peuple, on ne peut pas détruire un peuple qui a conscience de sa valeur, qui a dans sa tête son histoire, qui nous donne de la fierté. Quand on fait un génocide, c'est parce qu'on a préparé l'opinion, on s'est préparé soi-même à se donner bonne conscience que lorsque ils viendront vous sabrer, vous fusiller, c'est parce que vous résistez à un projet que eux ils estiment bénéfique pour vous et salutaire pour vous. C'est ce que toute l'élite française a eu comme argumentaire quand ils avaient conçu la mission civilisatrice. On a vu tout ce que Voltaire, Kant, Emmanuel Kant, Hegel, il y a des figures, grandes figures que nous admirons, mais dont on ignore ce qu'ils ont dit de nous. Jules Ferry, qui a une rue ici, il a dit que c'est pas possible qu'on pense que les Africains peuvent être égaux à des Blancs. Donc, je suis obligé de regarder un peu. Khady Diagana, oh là là, merci. Khady Diagana nous regarde, merci beaucoup, ma femme. Alors, donc, je disais, je suis entrecoupé par une lecture de script là, ce que les gens écrivent, ça me coupe un peu, mais vous m'excuserez de ces ruptures-là. Donc, la dimension psychosociale, plus que sociologique, de ce chercheur historien scientifique qui a fait les sciences dures, mais il est allé dans ses recherches à avoir la sagacité intellectuelle pour aller creuser jusqu'à la dimension psychosociologique. Parce que l'aliénation culturelle, ça relève de la construction de l'imaginaire. J'avais dit dans mon précédent live que l'adaptation auquel nous avons été conditionnés, comme il le dit, conditionnement de réflexe conditionné, là il fait, sans le nommer, référence au système pavlovien qu'on appelle en psychologie, système pavlovien de conditionnement pour créer une fonction, des mécanismes et des réflexes. C'est exactement ce qu'on a fait avec nous les Africains. Donc, pour détruire un peuple, il faut le nier culturellement, ne pas lui reconnaître de la valeur humaine et
Comme ça, les choses deviennent faciles parce que vous avez une justification morale. Maintenant, il faut comprendre que le panafricanisme, justement, nous donne les armes scientifiques pour avoir cette sagacité intellectuelle qui nous permet de comprendre les jeux et les enjeux. Le jeu que l'adversaire mène et que nous ignorons, et les enjeux de notre destin, de la construction de notre destin futur. L'Afrique est menacée. On mène une guerre qui n'est pas encore visible, mais une guerre violente. Parce que ça va déboucher sur quoi? Sur la conquête des terres africaines, comme je l'ai dit dans mon précédent live. Parce que l'enjeu futur, avec la remontée des eaux, qui va immanquablement avoir lieu avec le dérèglement climatique, la surpopulation des habitants de l'Asie, il n'y a que l'Afrique qui a encore des terres à occuper pour repositionner, pour refaire de la colonisation de peuplement. Et on expérimente avec succès la colonisation en Israël. Israël fait des colonies et chaque jour il pousse loin son territoire pour coloniser. C'est comme si on teste l'humanité sur sa capacité à s'indigner et à réagir et à combattre justement ces actes qu'on croyait être passés de mode. On ne pensait plus que quelqu'un aurait pu imaginer même que ce serait encore possible au XXIe siècle. L'esclavage, il revient en Libye, il revient dans tous les pays arabes. Les Noirs sont mis en esclavage. Les réseaux sociaux nous donnent des images de cela. Mais on est en danger. Mais pourquoi lorsqu'on est en danger comme ça, les médias, et là je vais vous dire qu'est-ce qu'en dit Bourdieu, un grand sociologue, le rôle puissant que les médias jouent dans la formation du cerveau et de l'imaginaire. Bourdieu disait que la télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie importante de la population. Donc, il faut savoir contrôler les programmes de télévision parce qu'ils sont en train de préparer notre jeunesse à perdre confiance en elle-même parce qu'on est en train de leur faire un lavage de cerveau et dans leur cerveau, ils vont y mettre l'histoire embellie de nos bourreaux de telle sorte qu'ils auront des complexes. Cheikh Anta Diop parle les réflexes conditionnés, les complexes qui vont déboucher sur l'aliénation. Voilà la guerre elle est là. Aujourd'hui, il y a un sujet que les gens ne touchent pas. Mais moi-même, je serais à le toucher parce que j'ai des parents, des soeurs dans ma propre famille qui fonctionnent avec ces réflexes conditionnés. Mais quand vous cherchez à trouver la beauté en dehors de ce que la nature vous a donné, en dehors de ce que Dieu a programmé pour vous, mais c'est ce que Cheikh Anta Diop dit, c'est déjà une défaite morale. Parce que c'est comme si vous n'aimez pas ce que Dieu a programmé pour vous. Les femmes qui s'éclaircissent, on pense que c'est anodin, c'est banal, ça n'a pas de signification. Mais c'est un indicateur sérieux et pertinent de défaite dans la guerre mémorielle, dans la guerre cognitive. D'abord, sur le plan économique, cette dépendance au code esthétique européen nous rend dépendants de toute l'industrie de production de la mode et des cosmétiques. Parce que cette industrie-là ne se trouve pas en Afrique. Toute cette production, même humaine, de cheveux, mais nous n'avons pas le problème parce que nous ne pourrons pas des cheveux lisses de blanc. On l'importe. Et on a calculé que l'importation des cheveux, comme on dit naturel,
qui en fait sont des cheveux des autres, qu'ils coupent et qu'ils nous vendent, mais nous coûtent 7 milliards de dollars en Afrique de l'Ouest. 7 milliards de dollars. Ça, c'est des recherches que j'ai trouvées dans l'Inde. 7 milliards de dollars. Quand vous importez un produit, mais vous le payez en devise. Vous comprenez? Mais vous le payez en devise, alors que ces 7 milliards auraient pu financer des ponts et des routes. 7 milliards de chevaux. Et si on inverse cette tendance et qu'on valorise les tresses, on va recréer l'inventivité de la beauté, de la coiffure et donner du travail aux tresseuses africaines. Elles vont avoir du travail à gogo parce que toutes les femmes vont aller vers ces tresseuses qui aujourd'hui n'exercent plus ce métier, mais font des pauses. Et quelle est la conséquence sur le plan moral de cette dépendance au code esthétique européen? C'est que on s'habitue à donner une apparence qui ne correspond pas à notre réalité. Si bien que le faux prépare l'adaptation et la banalisation au mensonge. Quand vous portez des cils, c'est faux. Quand vous mettez des cheveux, c'est faux. Mais le mensonge, c'est quoi? C'est du faux, du faux. Et quand vous vous habituez et que tout ça est associé, vous perdez de la vertu ancestrale, la confiance en soi. Mais je parle très sérieusement, chers amis et chères sœurs. Il y a un combat à mener. Vous savez qu'on peut trouver de la beauté dans la vertu, on peut trouver de la beauté dans le courage, on peut trouver de la beauté dans des valeurs, plus que dans les formes qu'on appelle gestales en allemand, les formes qu'on met dans des canons de code qui sont imposés comme représentant le modèle de beauté. Mais comment nous en sortir? Il faut que nos élites, les chefs de parti, les artistes et toutes les grandes figures qui occupent les espaces médiatiques consacrent au minimum 50% de leur discours au projet panafricain. Parce que si dans les prochaines décennies, nous ne créons pas les États-Unis d'Afrique, dans le contexte où aujourd'hui la guerre elle est beaucoup plus manifeste, avec le Covid, les guerres bactériologiques, c'est le projet de diminution de la population mondiale, mais en fait c'est la population africaine qui est le plus visée. Moi, je récuse totalement le programme qu'on veut imposer aux populations dont on n'a pas la maîtrise scientifique par nous-mêmes de le composant et de le contenu. On ne sait pas même pas s'il y a des vaccins différents, hein, n'est-ce pas, proposés à la tête du client. C'est-à-dire pour le nerf de tel vaccin qu'on ne pourra pas contrôler, et un autre vaccin qui peut être moins génocidaire pour les autres. On n'a aucun contrôle de ce que ça fait, parce que ça vient d'ailleurs, ça vient de l'extérieur. L'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger, surtout maintenant. J'ai eu un grand plaisir, après mon live du samedi dernier, de voir une lettre du président Abdoulaye Wade, lettre de condoléances qu'il adressait à son ami Soumaïla Cissé, où il parlait à son frère blessé en tant que lui, panafricaniste, pressé. Il a dit mot pressé. Dans mon dernier live, moi je disais hurry up, pressons-nous parce qu'on va nous recoloniser. Le président Abdoulaye Wade, lorsqu'il avait engagé la guerre contre le projet des APE, qui était aussi un volet dans la guerre pour
recoloniser l'Afrique. Et il l'a dit, il a sorti le mot. Dès qu'il est rentré après le sommet de Lisbonne, ici à l'aéroport de Dakar, il a fait un appel à la jeunesse pour dire que le projet de recolonisation de l'Afrique a pris son départ avec les APR. Et que si nous l'acceptons, nous allons être recolonisés. Parce qu'on fera de l'Afrique un pays qui va se désindustrialiser, qui va être un simple grand marché, un souk où on ne sera que des consommateurs. Déjà, nous, Sénégalais, nous avons battu le record de pays consommateurs des produits des autres pays. Nous ne consommons rien que nous avons produit. Nous ne consommons pas notre petit déjeuner. On le prend en Côte d'Ivoire, c'est le café. Le lait, c'est en Hollande. On le prend en Hollande. Le riz, nous n'avons pas encore produit une autosuffisance en riz. Donc, on se nourrit par l'Asie. Vous comprenez? L'habillement, c'est le foguiaï et tout ce qui est importé. On ne produit pas les tissus. Mais qu'est-ce que nous consommons dans ce que nous produisons? Nous ne produisons rien. Et nous allons continuer comme ça. Alors que les pays viennent prendre nos matières premières, les transforment chez eux et nous les revendent. Mais si ça, ce n'est pas de la guerre, si ça, à terme, ça ne va pas aboutir à déconstruire complètement le pays et à le mettre dans une situation telle que nous allons faire appel à la recolonisation, moi je dis que si ce n'est pas cela, je me dis, on dort. Il faut qu'on comprenne que les gens qui animent la télévision, il faut qu'ils cessent d'avoir une ligne affairiste, où ce qui les intéresse, c'est d'avoir des sponsors et nous mettre des programmes et des contenus qui vont libérer Eros. Eros est explosif. Dans nos sociétés traditionnelles, nous l'avions maîtrisé de telle sorte qu'il avait un contenu socialisé. La tension de plaisir, qui est une fonction humaine naturelle que Dieu a mis dans toutes les espèces, pour que lorsqu'on obtient sa détente, on s'apaise. Toutes les sociétés ont eu à organiser cette pulsion pour la socialiser de telle sorte que la civilisation, si on se réfère au modèle freudien, enfin, à la théorie freudienne, a abouti à différencier les sociétés. Nous, notre modèle qui sort du monde matriarcal a fait que nous avions une maîtrise d'Eros et de la pulsion de plaisir que Freud appelle sexuelle. Quand Freud parle de sexuel, il ne parle pas de la génitalité. Il parle de la fonction de plaisir. Je suis obligé d'aborder cette problématique avec le paradigme psychologique. Parce que Cheikh Anta Diop, dans son développement ici, que j'ai pris comme porte d'entrée de lecture, les éléments relèvent de la psychologie. Parce que c'est de l'aliénation. Mais il ne pouvait pas aller au fond parce que à l'époque où il développait cette thèse-là, il avait les notions du système darwinien d'adaptation. Mais le complexe, le mode de construction, n'est-ce pas, de tous les éléments de représentation sociale, comme l'imaginaire, les désirs, les manifestations psychologiques éducables, le désir comme le désir, l'esthétique, tout ça c'est des manifestations psychologiques éducables. Le beau, on l'éduque. On l'éduque. Dans cette société, ici même au Sénégal, quand tu as de l'argent, on dit que Gor doit faire des khalis. Où est le beau chez l'homme? On dit que c'est l'argent. Vous voyez la construction. Et le beau, c'est une construction aussi historique. C'est rapporté à la puissance et à la domination. Quand les Grecs venaient en Égypte, les Hérodotes, quand ils venaient, parce que les Grecs venaient prendre l'enseignement en Égypte. Ça, je l'ai déjà dit. Vous pouvez le regarder dans tous les documents, toute la documentation historique qui circule dans les réseaux sociaux. Mais ils disaient que les Noirs étaient les plus beaux du monde. Parce que nous étions puissants. Nous étions détenteurs de la science et de la connaissance et de la culture. Nous avions les meilleurs valeurs. Ils venaient prendre tout. Et ça, associé à notre couleur,
ils considéraient que la peau noire était une couleur divine, sacrée. Sacrée. Vous verrez, dans certains, chez les Corses, ils mettent autour de la tête de leur symbole de Corse, c'est un nègre. Un nègre. Le noir, la peau noire était magnifiée. Mais quand il y a eu l'accident historique et qu'on a perdu l'initiative du fait des défaites historiques qu'on a eues contre les Hyksos qui ont envahi les peuples là, que nous avons fait nos migrations là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a été ravalé à la situation d'être humain sans âme. Quand on vous dit à l'époque du Moyen-Âge que vous n'avez pas d'âme, à l'époque où vous étiez très religieux, c'était la féodalité, vous ne pouvez pas avoir une seule marque de respect et de considération. Et quand votre image, votre image, vos caractéristiques sont associées à l'humanité, on ne peut plus voir de la beauté chez vous. Mais nous, quand on voit le blanc avoir des voitures, créer des fusées, des missiles, produire tout ce qui est mode, produits cosmétiques, associé à leur domination, la peau blanche devient... On a éduqué la manifestation psychologique de la beauté sur le rapport à la domination, sur ce rapport à la domination. Donc, réveillons-nous. Il faut que nos élites réapprennent à avoir cette sagacité intellectuelle, à creuser la réalité. La réalité, elle n'est pas celle que ceux qui ont contrôlé notre conscience définissent et lui donnent des caractéristiques. La réalité est une construction. Est une construction historique. Et nous, la manière dont on a construit la réalité historique et sociale, elle nous vient du meilleur modèle social qui met au cœur de son système l'humanité et l'humain. L'humain. Alors que c'était parce que c'était le matriarcat, c'était la femme qui donnait le sens aux choses. C'était la femme parce qu'elle donnait la vie, elle donnait tout. Toutes les caractéristiques des réalités en rapport avec la vie. C'est pourquoi nous étions vitalistes et nous respections la vie. Alors, de l'autre côté, dans les zones euro-asiatiques, où le climat était rude, difficile, où on peut difficilement vivre, c'est la prédation, la guerre. Ils ont fait de la guerre donc, et de la prédation les valeurs de leur mode d'existence, les valeurs suprêmes de l'existence humaine. Et c'est l'homme beau, c'est le guerrier. C'est le guerrier. Et mourir les armes à la main, c'était la valeur suprême qui était recherchée. Alors que nous, c'était l'instinct de mort. Nous, c'était l'instinct de vie. Deux moules civilisationnels antagoniques, différents, et qui se sont rencontrés. Et c'est nous qui avons été les perdants parce que nous n'avions pas eu une vocation à la guerre, une vocation à dominer. C'est eux qui avaient cette vocation-là. Voilà donc un peu un retour sur cette historiographie qu'il faut répéter et le dire très souvent pour qu'on comprenne que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et que la solution, c'est de créer les États-Unis d'Afrique. C'est de créer un État fédéral. J'avais rappelé que l'État fédéral règle d'un coup tous ces activistes-là qui nous parlent de monnaie, Kémy Séba, Guy Marius Sagna, je vous admire beaucoup. Mais sachez que même si vous atteignez vos objectifs, c'est des objectifs de problèmes domestiques. Parce que la Guinée a eu sa monnaie, qu'est-ce que ça lui a donné? Rien du tout. Écrasé parce qu'il est impossible, dans les enclos qu'on nous a construits, de développer un pays, de régler les questions, les problèmes. Non, non. On pense les régler, on peut améliorer par moment, mais on ne les réglera jamais. Et pendant ce temps qu'on est obligé à s'arrêter dans ces enclos, les autres avancent avec de grands bonds. Ils vont dans une allure de vitesse, alors que nous sommes sur place.
Nous courons en état sur place. Et la conséquence, c'est que les gaps historiques se sont approfondis. Les rapports de force sont aggravés. Je dis qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de nous affronter physiquement pour nous reposer. Non, non, des missiles. Ils peuvent décider demain. Qui peut les arrêter s'ils décident? S'ils décident. Quand les États-Unis ont attaqué l'Irak, ils n'ont demandé la permission à personne. Ni l'ONU, ils ont dit, écoute, nous allons attaquer parce que nous allons défendre la démocratie. Ils ont détruit un pays. La Libye, c'est la même chose. C'est l'OTAN qui a donné un mot d'ordre, mais personne ne pouvait arrêter. On n'a pas l'Afrique les moyens d'arrêter l'OTAN quand elle va attaquer l'Afrique. C'était, moi, je ne prends pas cette intervention comme quelque chose d'anodin, de banal. C'est de l'expérimentation, c'est des tests sur la réactivité mondiale, c'est des répétitions, c'est des formes d'entraînement pour pouvoir préparer la grande invasion de l'Afrique. On va nous recoloniser. Mais si on a un État fédéral, d'un coup, rien que l'État fédéral, s'il mutualise dans la même caisse toutes les ressources de l'arme, de défense des enclos, on dépasse la France en termes de capacité militaire. On n'a pas besoin de la France pour aller régler le problème de la Libye ou du Sahel. Non, non, non. Un État fédéral le règle. Parce que si on additionne le budget et l'armement du Nigeria, du Sénégal, de toute l'Afrique de l'Ouest, en une seule armée, mais elle est plus forte que l'armée française. A fortiori sur toute l'Afrique. Revenons. J'accuse à la Dreyfus les élites africaines. Je les accuse de trahison. Trahison peut-être par ignorance ou par incohérence, mais trahison par les faits. Trahison par les faits. Parce qu'il n'y a aucun sujet domestique qui peut servir de justificatif pour ne pas penser que nous ne sommes pas en danger. Mais vous croyez que les problèmes, les solutions, les offres politiques que les gens donnent pour régler nos problèmes, qui n'intègrent pas la dimension de l'État fédéral, mais vous pensez que ça va régler nos problèmes, ça va nous rendre indépendants? On ne sera jamais indépendant, le Sénégal ne sera jamais indépendant seul. On aura beau changer de chef d'État, tant qu'on n'aura pas fait l'intégration sous-régionale, créer un État au moins régional ou africain. Aucun pays des enclos néocoloniaux ne peut s'en sortir et être indépendant. Ce n'est pas possible. Donc, que les activistes cessent de prendre cette direction, la direction des questions domestiques France-Afrique. C'est bon de dire France-Afrique, monnaie. La Mauritanie a sa monnaie. Sénégal, s'il peut prendre sa monnaie, qu'est-ce que ça change? Ça ne donnera pas un État fédéral. Mais par contre, si on a un État fédéral, d'un coup, mais ces monnaies disparaissent. Parce qu'il ne peut pas y avoir dans un État fédéral plusieurs monnaies, c'est pas possible. Non, non. Toutes les monnaies et les réserves monétaires en termes d'or, de biens vont être dans la caisse du Trésor fédéral. Cette manne financière sera une force économique telle qu'on peut faire des commandes pour l'industrialisation, parce qu'il y a des pays en compétition, en conflit dans la guerre pour un monde multilatéral. Il y en a qui veulent un monde unilatéral. Mais ces gens-là, ils ont intérêt à nous vendre ce qu'ils ont comme capacité de production industrielle en termes d'armement et en termes économiques, et on leur ferme le marché européen ou américain, comme la Russie. La Russie, si on a un État fédéral, a la capacité industrielle de nous donner les armes les plus sophistiquées qu'aucun peuple européen n'a aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas les armes aujourd'hui, les fusées hypersoniques. Il n'y a que la Russie qui a les fusées hypersoniques à l'heure actuelle. Fusées hypersoniques qu'aucune barrière, aucune défense militaire ne peut arrêter. Des missiles hypersoniques qui font 5 Mach. 5 Mach. Qui font 10 000 km
à la ronde, avec des systèmes de précision, trois têtes nucléaires. Voilà les enjeux du moment. Alors, on nous distrait, et c'est ce qui est grave, la télévision est l'arme la plus redoutable de la distraction. Cheikh Amadou Bamba, quand il se battait, il savait que le monde va être dans une loi dynamique mondiale d'intégration des économies et que nous, avec le cap historique qu'on avait eu, il fallait avoir une stratégie de les permettre d'être là, de nous approprier les connaissances qu'ils ont prises chez nous, tout le capital humain, mais de les battre sur le contrôle des cerveaux des enfants. C'est pourquoi il a créé des dares de tarbiya pour travailler les manifestations psychologiques, ce que j'appelle les manifestations psychologiques comme le désir, la beauté, tout cela, ça se construit. Ça s'aiguillonne par des stratégies éducatives. Et sur ces enjeux-là que nous devons mener la bataille. Parce que la bataille, elle est là, elle est engagée. Elle est engagée à travers des guerres mémorielles. Parce qu'on nous a lavé le cerveau depuis l'école. Je vais vous dire ce que la circulaire du gouverneur Brévier avait dit en 1933. Il dit, il s'agit des écoles qu'ils ont installées ici. Il s'agit de former des cadres indigènes qui sont destinés à devenir nos auxiliaires dans tous les domaines et de s'assurer l'ascension d'une élite soigneusement choisie. Il s'agit d'une part d'éduquer la masse pour la rapprocher de nous et de transformer son genre de vie. Au fond, du point de vue politique, il s'agit de préparer les producteurs et les consommateurs de demain. Le contenu de nos programmes, dit le gouverneur Brévier, le contenu de nos programmes n'est pas une simple affaire de pédagogie. L'élève est un moyen de la politique indigène. Il a dit en 1933 dans une circulaire N107B/B. Le gouverneur Roum en 1924, il rajoute: choisissons nos élèves. C'est le gouverneur Roum qui le dit. Choisissons nos élèves, tout d'abord parmi les fils de chefs et de notables. La société indigène est très hiérarchisée. Les classes sociales sont nettement déterminées par l'hérédité et la coutume. C'est sur elles que s'appuie notre autorité dans l'administration de ce pays. C'est avec elles surtout que nous avons un constant rapport de service. Le prestige qui s'attache à la naissance doit se renforcer du respect que confère le savoir. Voilà, ces gens, ils étaient dans des stratégies de sélection. J'avais dit dans mon premier livre, j'avais pris la stratégie d'analyse comparative des trois régimes, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Senghor, sous forme de modélisation. J'avais caractérisé le modèle Senghor, Abdou Diouf de modèle d'adaptation. Parce que le modèle d'adaptation, il est le prolongement du modèle de sélection conçu et contrôlé par le corps. Et qu'est-ce que le modèle de sélection? Le modèle de sélection, c'est mode de représentation d'un environnement. Il faut toujours analyser une société, une organisation en rapport avec l'impact de son environnement dans son mode de fonctionnement. Alors, le modèle de sélection, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un environnement, votre environnement pertinent, c'est celui qui peut agir avec vous et qui vous maintient dans un rapport de dépendance. C'est ça un modèle d'environnement pertinent. Quand vous avez un modèle de pays, d'environnement, tout comme pour le Sénégal, pertinent qui est la France, qui a un monopole absolu sur les ressources et les connaissances, de telle sorte que même vous, dans l'organisation, vous ne pouvez même pas avoir la capacité de remettre en cause ou de critiquer le système. Vous êtes dans un modèle de sélection. Et c'est dans le cadre de ce modèle de sélection qu'ils ont eu à travailler pour préparer
l'avènement d'un modèle d'adaptation que va autogérer les élites qu'ils ont choisies, comme l'a dit le gouverneur Brévi. Les élites qu'ils ont choisies. Ils ont choisi dans l'école des otages. D'abord, les écoles des fils de chef. Hein? Vous avez vu comment le fils de Samori, hein? Diaoulé a été pris, amené en France, lavage de cerveau, qui est revenu contredit son père et pour lui dire que non, il faut accepter la domination. Samori l'a condamné à mort. On a vu Sidia Diop, la fille de Ndate Yalla, notre reine de Wallon, qui a subi le même lavage de cerveau quand il était allé la France l'ont amené dans l'école du fils de chef et puis en Europe pour laver le cerveau, pour le revenir, pour qu'il contredise les autorités locales. Mais il a été banni et finalement lui, il s'est repenti pour mettre des tresses des guerriers tchèques et combattre les colons jusqu'à ce qu'on le tue. On a même le fils d'Alan Dior, Mahar. Mahar a été amené en France, lavage de cerveau. On en a fait le chef de canton de Diourbel pour qu'il contrôle Cheikh Amadou Bamba. On lui a même demandé d'aller arrêter Cheikh Amadou Bamba. Alors que Cheikh Amadou Bamba était l'ami de son père. Son père était Cheikh Amadou Bamba. Mais la lumière du Saint-Homme l'a bouleversé, il s'est reconverti. Et finalement, Cheikh Anta Diop lui a donné le nom de Abdou Kafor. Voilà, ça c'était le modèle de sélection. Ils sélectionnaient. Après les écoles des otages, qu'est-ce qu'ils ont créé? L'ENFOM, l'école de la France d'outre-mer, où on a formé les gens qui devaient les suppléer, les administrateurs civils, qu'ils ont formé les Abdou Diouf, tout cela, qui sont venus. Et ça, j'appelle ça les modèles d'adaptation. On les a formatés pour s'adapter dans les entreprises, pour gérer, n'est-ce pas, les problèmes que le colon a introduits. Et pour qu'il n'y ait pas à avoir la capacité d'articuler une analyse globale de l'environnement et de l'histoire africaine. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils étaient de bons technocrates? Ils nous géraient au profit des colons. Je peux vous lire ce que Senghor a dit, Pathé Diagne, dans cet ouvrage-là de Pathé Diagne, où il montre comment Senghor proposait qu'on s'adapte. Et avec l'adaptation, on va s'assimiler, l'assimilation. Et pour lui, c'est grâce à l'assimilation qu'on peut être de bons Français. Et que c'est ça notre issue pour une survie. Voilà la pensée naïve, les réflexions naïves. C'est aller jusqu'à théoriser la dichotomie, le blanc est rationnel, nous sommes émotionnels, donc pour que nous soyons, nous, des danseurs, des chanteurs, alors que c'est des scientifiques. C'est faux, tout ça, c'est faux. Ça, c'est parce qu'on a lavé notre cerveau pour y mettre leur histoire et nous ont créé ce complexe des réflexes conditionnés, cette aliénation que déploie Cheikh Anta Diop. Et au bout, on continue dans ce système. Mais avec d'autres stratégies constamment renouvelées. On nous a vendu, comme je l'ai dit, la question de vertu, la défense de la République. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la défense de la République, d'où vient ce concept. Mais ça nous rattache à l'histoire de la France, à la Révolution française. C'est né avec la Révolution française, contrôlée par les francs-maçons, qui ont voulu être les nouveaux dirigeants du monde, mais en ayant la main invisible secrète pour contrôler tous les systèmes du monde, et qui aujourd'hui veulent faire exploser Eros pour qu'on érotise tout, l'économie, les relations, l'existence publique de l'homme. Actuellement, pour vendre un produit, il faut qu'on y mette du sexe. Là, une femme nue. Vous voyez l'enjeu? Il érotise les besoins parce qu'on a explosé Eros. Là, bon. Dans mon prochain live, je ferai peut-être un développement sur la dimension civilisationnelle du processus de contrôle, n'est-ce pas, et de la gestion de l'homme public depuis la naissance de l'homme. Je vous remercie. Préparez vos questions, partagez, je vous en prie, préparez vos questions en vidéo, envoyez-le-moi et pour le prochain live, je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci.